Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Berterottière, le président de GTT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Merci. Il faut rappeler que vous êtes spécialiste du transport, du stockage des gaz liquéfiés. Donc vous concevez des réservoirs justement pour le GNL. Expliquez-nous rapidement. Je vous ai déjà posé la question quand vous êtes venu il y a 1 an et quelques. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut reprendre. Alors le GNL, c'est du gaz que vous liquéfiez à une température très basse, moins 163 degrés. Et comme ça, vous réduisez son volume de 600 fois. Donc vous pouvez transporter une énorme quantité de gaz sous forme liquide par bateau. Alors bien sûr, ces cuves sont très compliquées et on travaille dessus depuis 60 ans. Et aujourd'hui, on équipe 80% de la flotte mondiale. Et sur les dernières années... Seulement 80%. Seulement 80%. Et depuis 8 ans, chaque année, on a tous les marchés du monde. Donc tous ces grands méthaniers, ces grands bateaux qui transportent donc depuis le pays producteur jusqu'au pays consommateur ce GNL sous forme liquide, les cuves sont conçues par GTT. C'est ça. Voilà, c'est ça votre... D'ailleurs, pardon, le GNL, finalement, on a substitué pendant cette crise énergétique le gaz russe qui arrivait par pipeline par du GNL acheté aux Américains, acheté au Moyen-Orient, acheté un peu partout. On dit qu'on l'a payé très cher. Pardon, c'est pas le sujet du jour, mais c'est vrai que ce GNL, parce qu'il fallait passer l'hiver en 2022, on l'a payé cher. Et c'est plus le cas aujourd'hui ? Alors oui, c'est la France. Effectivement, on l'a acheté très cher parce qu'il fallait pouvoir trouver un substitut au gaz russe qui ne venait plus. Et donc, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient des cargaisons de GNL, dans des contrats à long terme, qui les avaient achetés bon marché. Et les Européens leur ont proposé des prix bien supérieurs pour pouvoir les avoir. Détourner ces cargaisons vers l'Europe. Alors, il y a eu de la concurrence entre Européens à la hausse. Finalement, on a acheté ces cargaisons très chères, mais j'aimerais quand même dire une chose. Si l'Europe, et la France en particulier, n'a pas été en panne électrique pendant l'hiver 2022-2023, c'est grâce au GNL. Ouais. Les centrales américains, nucléaires, mais pas seulement. GNL américain, mais pas seulement. Pas seulement, surtout d'ailleurs le GNL qui allait vers les grands pays consommateurs que sont la Chine, la Corée, le Japon, c'est là où le GNL est brûlé dans le monde. Et les méthaniers se sont détournés de ces pays-là, sur instruction naturellement, pour aller en Europe livrer leur GNL. Je rappelle la situation de la France, les centrales nucléaires avait un problème technique qui était la corrosion sous contrainte. Donc la moitié du parc nucléaire à peu près était en réparation. Le gaz ne venait plus de Russie, c'était une situation complètement dramatique. Et le GNL, grâce à la flexibilité du GNL, du fait que justement vous pouvez détourner des cargaisons, eh bien l'Europe et la France ont évité la panne électrique. Ça pèse combien le GNL aujourd'hui dans nos importations et à quel prix? Est-ce qu'on maintenant le paye à un prix raisonnable? Alors maintenant, on va dire que le prix du mégawattheure pour le gaz est autour de 25 €. Ouais. C'est à Rotterdam, ça c'est le prix européen, le marché européen. Exactement. Le prix européen est à 25 € le mégawattheure. On était au pire, on était à 300 €. Hein. Oui, ça vous donne l'idée de la crise qu'il y a eu, que les États et les énergéticiens européens ont réussi à... Tour de force. Au prix fort. Au prix fort. Maintenant, 25 € le mégawattheure, c'est un prix extrêmement bas. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, EDF prévoit de vendre son mégawattheure nucléaire à 70 €. Ouais. Donc, on est quasiment 3 fois moins cher que l'énergie nucléaire. Et ça montre que cette énergie qui a été reconnue comme une énergie de la transition, c'est-à-dire un élément de la solution du problème que nous avons, de l'accumulation de CO2. Le gaz, ça pollue, ça émet du CO2, mais moins que le charbon. Infiniment moins, ça pollue 2 fois moins. Le charbon, c'est toujours à peu près 30% du mix énergétique mondial. Ouais. 30% de l'énergie dans le monde vient du charbon. Donc si vous passez ces 30% du charbon au gaz, vous réduisez les émissions de la planète de 15%. Ouais. C'est complètement énorme. Et c'est pour ça que... Énergie de transition. C'est une énergie de transition, bien sûr, il faut trouver d'autres choses. Ouais. Mais qu'on a du mal d'ailleurs à imaginer. Il faudrait sans doute avoir plus de nucléaire, mais il faudrait pouvoir construire des centrales. Il faudrait avoir plus d'éolien, mais un éolien qui produit à des coûts inférieurs que les coûts actuels. Il faudrait pouvoir stocker. Le solaire est bien. Le solaire, il faut pouvoir stocker. Il y a la question du stockage. Il faut pouvoir renchérir le coût
l'électricité, parce qu'il faut le prendre en compte, ce coût de stockage. Alors, il faut prendre en compte, mais ça renchérit le coût de l'électricité, mais ça rend aussi ces électricités intermittentes, dont l'intermittence est aléatoire. Ouais. Vous ne savez pas quand elles vont fonctionner, ça les rend beaucoup plus utiles, parce que vous pouvez stocker cette énergie et vous en servir quand vous en avez vraiment besoin. Bon, on sait bien qu'on a les images derrière vous, Philippe Berthet-Rotière. Rappelez ce que vous fabriquez des systèmes de confinement à membrane. Expliquez-nous en 2 secondes. Alors bon, c'est une cuve, il faut maintenir ce liquide à moins 163 degrés, donc vous avez une isolation qui doit être extrêmement efficace parce que vous n'apportez pas de froid pendant la durée du voyage, 15 jours, 3 semaines. Donc cette isolation doit être très efficace, et puis comme ce liquide est un liquide très froid, il peut casser la coque du bateau. Donc vous devez avoir une enveloppe métallique à l'intérieur après l'isolation qui assure une étanchéité totale, parce que si vous avez une fuite, ça va casser le bateau. Et ça fait 60 ans que ça dure, ça fait 60 ans que ça marche, et ça fait 60 ans que nous n'avons pas de problème. Et c'est pour ça que les différents acteurs, les armateurs, les grands énergéticiens nous font confiance. Donc vous équipez quasiment, vous l'avez dit, tous les grands méthaniers qui sont en mer, c'est vous qui les équipez. Ce sont des cuves qui ont été conçues par GTT. Absolument. L'occasion de parler, donc c'est une situation de quasi-monopole. Alors non, ce n'est pas un monopole, parce que nous avons des concurrents qui essayent, et c'est très bien d'ailleurs, c'est très très bien, parce que quand vous avez effectivement une position de marché forte, vous devez absolument vous remettre en question en permanence. Ouais. Donc nous avons un certain nombre de concurrents qui s'interrogent, qui essaient de développer des solutions. Bon, on constate que les solutions techniquement sont moins performantes, et que pour essayer de faire quelque chose, ils font quelque chose qui finalement est plus cher. Et puis, finalement, ça n'a jamais marché. Donc, il y a un certain nombre de cas, l'attrait du prix, l'attrait de la performance, le retour d'expérience qu'ils ne cochent pas. Mais enfin, ils essayent, et je trouve ça très bien. Bon, vous avez publié vos résultats annuels, c'était fin février. 2023 était une très bonne année, chiffre d'affaires en hausse de 39%, 428 millions d'euros. Vous pourriez connaître une croissance similaire cette année ? C'est compliqué de croître de 40%, non? Alors les chiffres que l'on a donnés pour 2024 nous laissent à penser que nous allons connaître une croissance équivalente. En 2024. Donc vous êtes vous êtes optimiste. On dit en France que voilà, la croissance ralentit, etc. On a vu le sujet avant, 20 milliards d'euros d'économies à faire sur la dépense publique. Vous, en tout cas, par rapport à votre business, vous êtes optimiste. Alors oui, moi je suis optimiste pour mon business, mais plus largement je suis optimiste pour le gaz, qui est une énergie donc reconnue comme une énergie de la transition, qui peut permettre de répondre aux problèmes du CO2 très rapidement, parce qu'elle est abordable, parce qu'elle est disponible. Et donc, je pense que beaucoup de pays vont se retourner vers le gaz pour pour remplacer le charbon, comme on le disait, mais aussi en attendant que des solutions à plus bas carbone n'arrivent, des solutions qui n'existent pas aujourd'hui. Donc je suis effectivement optimiste pour les perspectives à venir. Il y a combien de méthaniers qui sont en commande dans le monde, qui circulent, enfin qui voyagent, qui naviguent dans le monde, et ceux qui sont en commande? Je sais pas si Alors on va dire qu'il y a 600 méthaniers en opération dans le monde, et il y en a 300 en commande. Et quand vous voyez ce chiffre-là, vous voyez qu'il y a un dynamisme fabuleux, parce que ce sont des navires qui durent 40 ans, donc on ne va pas remplacer les 300 méthaniers qui sont en commande ne sont pas là pour remplacer les navires qui existent, ils sont là pour transporter des nouvelles quantités de GNL qui vont être produites par des nouvelles unités de liquéfaction. Donc c'est un marché extrêmement dynamique. Ceux qui nous regardent, qui ne sont pas experts, doivent se dire, mais bon, donc c'est-à-dire que GTT, le cours de GTT, d'ailleurs qui fait ses 10 années de présence à la Bourse de Paris, le cours de GTT est dépendant du cours du gaz? Non, on est dépendant des nouvelles usines de liquéfaction, donc des nouvelles quantités de GNL qu'il va falloir transporter. Et quelque part, si le prix du gaz est bon marché, comme on le disait tout à l'heure pour les 25 € mégawattheure pour le gaz, eh bien c'est un facteur de support de la demande de gaz d'usines de liquéfaction, parce que ça devient une énergie très intéressante. 50%, Philippe Berthet-Rotière, de marge opérationnelle sur 2023. Vous avez des ingénieurs, c'est de la conception, vous ne fabriquez pas. C'est pour ça qu'on arrive notamment à ce type de marge opérationnelle. C'est hallucinant, quoi, 50%. Alors oui, je crois qu'il y a une chose qui est importante quand vous êtes dans une position de marché forte, c'est qu'il ne faut jamais oublier vos clients. Et puis, il ne faut jamais oublier vos coûts.
Et il faut toujours être à la recherche de la performance technique pour vos clients et aussi la performance opérationnelle. Il faut garder un œil extrêmement vigilant sur votre structure de coûts. Et c'est comme ça que vous gardez une grande exigence aussi sur vos performances internes. Le gaz, il est là, énergie de transition, il faut préparer l'après. Vous y bossez déjà, je sais que vous concevez, vous fabriquez des électrolyseurs. Alors, je ne suis pas un expert, électrolyseur pour la production d'hydrogène vert. Oui. C'est ça la diversification, penser l'après? C'est une diversification importante. Donc l'électrolyseur, vous mettez de l'eau, un courant électrique, et puis il en sort de l'oxygène et de l'hydrogène vert. Donc quand on disait stockons l'énergie renouvelable, vous pouvez stocker de l'énergie renouvelable grâce à un électrolyseur. Nous croyons beaucoup à cette solution. Nous pensons qu'il faut pouvoir créer des carburants verts, c'est-à-dire des carburants analogues à nos carburants actuels, mais qui reposent sur la capture du carbone, donc du carbone que vous injectez dans cette chimie, de l'hydrogène vert, et vous avez un carburant neutre au plan du CO2. Je pense que c'est vraiment une voie d'avenir. L'aviation doit incorporer une dose de carburant. Il nous disait d'ailleurs hier le patron, Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation, que c'était son ambition notamment. Donc ça va se développer. C'est une industrie qui est en plein développement. Ça coûte plus cher, ça coûte très cher. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Aujourd'hui. Oui, je crois que il faut bien considérer que si on veut vraiment réduire les émissions de CO2, eh bien, il faut être pragmatique, regarder les solutions qui marchent, regarder les solutions qui sont absolument nécessaires. Je peux vous parler de l'hydrogène gris. Aujourd'hui, l'hydrogène qu'on produit, c'est une tonne d'hydrogène, ça produit 10 tonnes de CO2. 3% des émissions de CO2 mondiales viennent de la fabrication d'hydrogène gris. Donc il faut absolument remplacer ça. Ça produit autant de CO2 que le transport maritime. Il faut absolument remplacer ça. Donc il faut regarder les émissions de CO2 importantes et puis voir ce que l'on peut faire. Parfois ça coûte plus cher, mais ça réduit tellement les émissions de CO2 qu'il faut le faire. Parfois ça va coûter moins cher si vous passez au gaz, mais vous réduisez très significativement les émissions de CO2. Il faut le faire. Vous économisez de l'argent et vous réduisez les émissions de CO2. Donc il faut être très pragmatique dans cette guerre contre le CO2 en regardant les chiffres et puis en regardant ce que l'on peut faire rapidement sans créer des déstabilisations majeures pour les économies, les sociétés. Les électrolyseurs, l'hydrogène vert, ça pèse combien aujourd'hui d'activité? Ça a vocation à peser combien à horizon 5 ans? Alors aujourd'hui, les électrolyseurs, c'est 3% du chiffre d'affaires. Dans quelques années, on parlera de plusieurs dizaines de pourcents. Ouais. Donc nous sommes extrêmement confiants sur ce sujet-là. Nous investissons. Nous allons construire ce que l'on appelle une gigafactory à Vendôme, qui produira à partir de fin 2025 énormément d'électrolyseurs. Donc nous nous préparons au décollage de cette industrie. Ça fait 10 ans, je le disais, Philippe Berthet-Rothschild, que vous êtes coté à la Bourse de Paris. 25% de hausse depuis le début de l'année, 125% sur 3 ans. Le cours de l'action est au plus haut historique. Rien à redire, vous êtes satisfait? Écoutez, je ne vais pas vous commenter le cours de l'action. Effectivement, j'ai regardé ces derniers temps. J'ai vu que la progression sur les 10 dernières années, depuis qu'on est coté, était équivalente à l'indice Nasdaq. Ouais. Ce qui prouve au passage d'ailleurs qu'on est véritablement une entreprise de technologie. Moi, je regarde pas tellement ça. Je regarde plutôt les 10 prochaines années. Je regarde l'hydrogène vert, les électrolyseurs. Je regarde les hydrogéniers, des bateaux qui pourront transporter de l'hydrogène liquide. Ouais. Je regarde l'ammoniac. Est-ce que l'ammoniac peut devenir une énergie? Est-ce que l'ammoniac peut devenir un carburant pour les navires? Je regarde la capture du carbone sur les bateaux. Comment on peut faire un système qui va capter le CO2 à même le bateau et donc réduire très significativement les émissions du bateau. Et puis je regarde aussi beaucoup les applications digitales, comment le numérique peut aider le monde maritime à très significativement améliorer son efficacité et donc réduire ses émissions. On investit énormément là-dedans. La semaine dernière, on a acheté une entreprise au Danemark, très pointue, très performante, petite, mais on va l'assembler, on va l'aider, on va se développer avec ça. Donc, bref, je regarde toutes les solutions qui vont nous aider à accélérer la transition énergétique. Bon, avec donc encore de belles pages boursières à écrire.
Le CAC 40, vous y pensez ou pas, le CAC 40, ou est-ce que c'est Alors, pas un objectif? non, c'est pas un objectif, c'est pas un objectif. Quand on est déjà à 5,5 milliards d'euros de market cap. Oui, non, c'est pas un objectif, si ça vient très bien. Et si ça ne vient pas, écoutez, ça n'est pas très grave. Ce que l'on cherche à faire, c'est des technologies très pointues, très performantes, et que personne n'a fait. Et finalement, on trouve éventuellement une position qui est assez unique, et que les clients, parce que la technologie est très performante, sont prêts à payer à son juste prix. Et de cela dérive une certaine rentabilité. Ouais. C'est ça notre ambition. Enfin, juste après, en même temps, quand on a 80% du marché, c'est plus facile de faire du pricing power, comme on dit. Oui, mais c'est que cette technologie est plus performante que celle que les autres proposent. Et d'ailleurs, elle est moins chère en coût, du moins les coûts de construction de notre technologie sont moins élevés. Et finalement, quand vous avez cette position où vous proposez quelque chose de meilleur et de moins cher, votre position très forte sur le marché est parfaitement justifiée. Bon, revenez nous voir avant 10 ans, avant les prochaines bougies. Philippe Berthet-Rotière, PDG de GTT, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.